Le syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a animé des assemblées générales simultanées ce jour dans plusieurs établissements scolaires. L'objectif est de faire le point des activités du syndicat. Trêve sociale, quelle alternative pour maintenir le cap? C'est l'épisode 2 de la série de la semaine. À quelques jours des élections au Sénégal, la campagne qui bat son plein depuis 2 semaines est entachée par des violences et invectives. Les explications dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a entrepris ce jeudi des assemblées générales au niveau de tous les groupes scolaires de Bamako, mais également dans les régions. Assetoumani Koulibaly a fait un tour dans certains points de rendez-vous. Plusieurs raisons justifient cette assemblée, dont l'une d'entre elles est de faire la restitution des différentes rencontres tenues entre le syndicat des enseignants et les autorités. À l'école Mamadou Konaté, ils étaient plusieurs à prendre part à cette rencontre d'éclaircissement. Pour le porte-parole du syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, l'objectif est assez clair. Ces assemblées générales ont 2 objectifs. Le premier, c'est que, vous le savez, depuis le 10 octobre, nous avons engagé des négociations, des discussions avec les autorités sur des questions qui nous opposent au département, qui nous opposent au gouvernement. Donc, il s'agit de venir faire la restitution de ces différentes rencontres à nos militants. Et le deuxième objectif, c'est de sonder, de jauger notre capacité de mobilisation. Parce que le syndicat de l'éducation, avant d'aller dans un mouvement quelconque, nous d'abord sonder notre capacité de mobilisation par rapport à cela. Plusieurs points de doléances avaient été mis sur la table lors des différentes rencontres avec les autorités maliennes. Il s'agissait, entre autres, de la question de primes spéciales pour les enseignants, la mutation nationale, la gestion des détenteurs de licences. Pour notre interlocuteur, si pour l'heure, des points prioritaires ont été définis à court et moyen terme, le syndicat ne ménagera aucun effort pour se faire entendre. Non, les syndicats porteront leurs actions syndicales si ce sur lequel nous sommes entendus n'est pas exécuté. Maintenant, pour le moment, avec le gouvernement, nous sommes convenus de classer les points en deux catégories, les points à court terme et les points à moyen terme. À la date d'aujourd'hui, avec beaucoup de satisfaction, on peut dire que tous les points inscrits à moyen terme ont été, disons à court terme, ont été exécutés. La question de la mutation nationale, ensemble, nous sommes convenus de convoquer nos commissions. La commission a déjà commencé à travailler. C'est la question des autorisations. Les autorisations sont désassignées, sont disponibles. Quelle sera l'attitude du gouvernement par rapport aux points qui sont inscrits dans le moyen terme? Et là, ce qui est attendu des enseignants, c'est la question de la prime spéciale et de la gestion des heures supplémentaires et des frais d'encadrement. Ces assemblées générales se sont déroulées de façon simultanée sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la situation phytosanitaire générale de la campagne agricole 2024-2025. Durant cette campagne, elle a été caractérisée par une manifestation des criquets arboricoles qui ont causé des dégâts sur les arbres fruitiers et sur les cultures maraîchères dans certaines localités des régions de Kayes, Ségou, Tombouctou, Kita, Nara et Nioro. Paul Yapinguesson. Des essaims de criquets arboricoles ont causé de gros dégâts sur les vergers, les cultures maraîchères et les arbres fruitiers sauvages dans plusieurs localités du pays. La présence des chenilles légionnaires d'automne a été observée également sur la culture du maïs, du mil et du sorgho dans les régions de Kayes, Koulikro, Sikasso Ségou, Mopti Gao, Kita, Bougouni, Koutiala et San. D'autres types de ravageurs ont été également observés dans certaines localités du pays. J'ai 2,5 hectares plantés des manguiers. J'ai vu vraiment des criquets envahir tout mon jardin. Ils ont tout ravagé. Il y a les villages de Nyemineni, Sokourani, il y a Nyafassi et Magnalé. Il y aura plus de cueillettes cette année. Plus de 20 hectares qui ont été tous ravagés. La direction de la protection des végétaux affirme avoir lancé son plan de riposte depuis le début du mois de février, où des alertes sur les criquets arboricoles ont été signalées dans plusieurs localités du pays. Les premières apparitions ont été faites, ont été signalées le 6 février. Donc à partir du 6 février, vraiment nous on a commencé vraiment à nous organiser. Il y a des comités de veille vraiment qui ont été mis en place. Ensuite, nous sommes en train vraiment d'élaborer des plans de riposte. Afin de stopper l'invasion des criquets, un dispositif a été mis sur pied par plusieurs pays. Il s'agit de la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, composée de 10 pays membres d'Afrique de l'Ouest et du Nord, que sont l'Algérie, le Burkina, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. En outre, le nom de pesticides répandus pour lutter contre les criquets
crée des conséquences sur l'écosystème de ces pays déjà trop fragilisés par une importante désertification. Avec un recul d'à peu près 35 ans sur la gestion antiacridienne, il est clair pour moi que la seule manière de gérer au mieux, c'est la stratégie de lutte préventive, parce qu'elle va éviter la multiplication des essaims, la multiplication de crises acridiennes, et elle va protéger l'humain, elle va protéger ses acquis, elle va protéger sa santé, elle va protéger son environnement. La lutte contre les criquets aboricoles est un combat pour la survie. Enrayer la propagation de ce fléau et sauver les moyens de subsistance des populations locales exige une mobilisation urgente et une solidarité sans faille. En perspective, selon le ministre de l'Agriculture, il est prévu en outre la poursuite des activités de surveillance des cultures, des récoltes, des pâturages et la lutte contre les nuisibles, l'appui conseil aux exploitants agricoles et la formation des brigades villageoises phytosanitaires. Dès sa signature en août 2023, le pacte de stabilité et de croissance a réussi à instaurer une trêve sociale. Mais comment maintenir le cap? Tentative de réponse dans le second épisode de notre série avec Soumaïla Fani. Depuis plusieurs années, le Front social au Mali est confronté à des mouvements qui paralysent souvent le fonctionnement des institutions et impactent négativement l'économie nationale. Pour y remédier, le pacte tripartite pour la stabilité et la croissance a été signé et a pu restaurer une trêve qui, malheureusement, se trouve menacée depuis un certain temps par des préavis de grève. Face à cette situation, comment renverser cette tendance négative afin de maintenir le cap de cette accalmie? Que la vulgarisation se fasse à tous les niveaux et avec tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Et comme je le disais tout à l'heure, la méconnaissance de l'outil fait que souvent il y a des abus. D'autres pensent que le pacte n'a été signé que pour embrigader, pour museler les syndicats. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est fait pour qu'il y ait privilégié le dialogue interne. Aujourd'hui, je crois que les syndicats ne cherchent qu'ils soient reconnus comme tels, qu'ils soient reconnus comme un partenaire, qu'ils soient reconnus comme pas le mauvais enfant en fait, mais quelqu'un qui cherche à protéger d'abord l'entreprise et à protéger les travailleurs. Si cela est reconnu par tout le monde, je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on pourra éviter le maximum comme le veut en fait le dialogue. Pour d'autres syndicalistes, le gouvernement doit s'atteler à garantir la mise en œuvre effective des recommandations contenues dans ce pacte. Dans le pacte, il était prévu en tout cas de relire les textes sur la fonction publique, les textes, l'harmonisation surtout des primes et des indemnités des agents publics, l'harmonisation aussi des statuts du personnel qui travaille au niveau des autorités indépendantes. À la date d'aujourd'hui, nous constatons en tout cas que ces textes-là ne sont pas du tout disponibles, ce qui crée en tout cas une frustration dans certaines catégories d'agents publics. Donc, tant que ces engagements ne sont pas respectés, il va y avoir en tout cas des préavis de grève. Donc, il faudrait que chaque partie honore ses engagements. Il y a aussi cette possibilité d'aller à la relecture de la valeur indiciaire, n'est-ce pas? C'est une promesse faite par le pacte. Donc, les anciens attendent beaucoup cette valeur-là pour qu'elle puisse effectivement évoluer. Je crois qu'en ce qui nous concerne, si ces quelques aspects sont pris en compte, cela permettra effectivement de calmer les jeux au niveau, n'est-ce pas, des syndicats d'enseignants. Bien que ce pacte a contribué à l'apaisement du climat social, des observateurs estiment que sans son application, les efforts vont s'amenuiser à la simple signature d'un document. La situation humanitaire dans le cercle de Ténenkou continue de se dégrader après plusieurs années de crise. Les habitants sont pris en étau entre opérations militaires et violences des groupes armés, avec de nombreuses répercussions sur leur vie quotidienne, notamment une diminution de l'accès aux soins de santé. Aminata Keita. La situation humanitaire dans le cercle de Ténenkou, situé dans le delta du Niger, se dégrade après plusieurs années de crise, déplore Médecins sans frontières dans une note. Une note dans laquelle MSF souligne que la situation sécuritaire empêche du coup les populations locales d'exercer leur activité. La situation humanitaire à Ténenkou, elle est critique.
Le cercle compte une dizaine de communes avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Les conséquences directes d'un nombre réduit d'acteurs humanitaires dans la zone, c'est la non-ouverture des besoins essentiels de la population. La population n'arrive pas à mener ses activités génératrices de revenus. Et même pour ceux qui s'adonnent à des activités champêtres, c'est difficile de pouvoir cultiver pour survenir à leurs besoins. Et après, il y a les groupes armés d'opposition qui mettent la pression sur ces communautés par des enlèvements, des intimidations. Certains en font l'objet d'assassinats ciblés ou d'arrestations ou d'enrôlements forcés au sein de ces groupes armés. Les quelques 257 000 habitants du cercle de Tenenkou, répartis dans une dizaine de communes, souvent séparées les unes des autres par les affluents du fleuve Niger, vivent dans une insécurité grandissante provoquée par des attaques et affrontements entre groupes armés, milices et forces régulières. Entre janvier et août 2024, plus de 50 personnes blessées à la suite de violences ont été admises aux urgences de l'hôpital de Tenenkou ou dans les centres de santé soutenus par Médecins sans frontières. Autre particularité de cette zone dans laquelle les équipes de Médecins sans frontières travaillent depuis 2016, les crues du fleuve et de ses affluents inondent les axes routiers et isolent de nombreuses localités plusieurs mois par an. Direction le Sénégal voisin. La campagne électorale pour l'élection législative est minée par la violence. Les attaques de caravanes, les insultes et les provocations sont devenues monnaie courante. Djeneba Samaki. Dans un contexte de tensions croissantes, la campagne électorale censée être un moment de débat d'idées est marquée par des violences récurrentes. La tension est à son comble. La campagne électorale, qui devrait être un moment pour exposer son programme politique aux citoyens, est minée par la violence. Les attaques des caravanes, les insultes et les provocations sont devenues monnaie courante. Le terrain politique est désormais une arène des gladiateurs. Compte tenu en fait de l'enjeu ou des enjeux, je pense que c'est tout à fait normal que l'on observe en 21 jours quand même de campagne à travers le pays, des tensions par-ci par-là. Mais heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine à déplorer. C'est les mots, c'est les gestes et tout ça. Mais bon, tout ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde est en compétition et je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses qu'il y a parfois tension. Mais je pense que dimanche, tout le monde ira voter et que voilà, le parti ou les partis qui devront siéger à l'Assemblée nationale le feront dans le calme, en toute transparence. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, dissout l'Assemblée en septembre, provoquant ces législatives anticipées. Plus de 40 listes se présentent. Alors que de nombreux Sénégalais aspirent à l'apaisement, la campagne a été émaillée de violences entre les militants du PASTEF, le parti de Ousmane Sonko et de l'opposition. Le président Bassirou Diomaye Faye avait appelé le 25 octobre tous les acteurs des élections à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. L'enseignant-chercheur au département des sciences politiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Jean-Charles Biagui, déplore l'attitude de certains acteurs politiques sénégalais qui, selon lui, sont incapables de mener pacifiquement leurs activités dans une arène politique et dans un État où l'impunité est une tradition encore bien établie. Pour lui, les nombreuses coalitions n'ont pas suffisamment mis l'accent sur les enjeux liés au rôle de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a publié ce mercredi un arrêté annonçant l'interdiction de la circulation entre les régions en vue des législatives de dimanche prochain. Le texte fixe la mesure entre samedi minuit et dimanche minuit. Les bureaux de vote ouvriront ce dimanche 17 novembre à 8h et fermeront à 18h pour les 7 millions d'électeurs. C'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.